ce que je vous ai mis en astérix, là, c'est très important à retenir. Connaître les différentes étapes du diagnostic positif du syndrome de Cushing et puis connaître les différentes étiologies. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas une seule pathologie, ce n'est pas une seule maladie ou un seul syndrome, il y en a plusieurs, donc il faudra savoir faire déjà la différence entre une maladie de Cushing et un syndrome de Cushing. Donc, un petit rappel anatomique, c'est juste pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, je sais que vous connaissez la surrénale, sa localisation et ses fonctions. Il faut savoir que les surrénales sont les deux petites glandes, vous les voyez ici, vous voyez ma flèche, donc au-dessus des deux reins. Ce sont des glandes endocrines situées à partir au niveau de la partie haute et interne, donc vous voyez ici, de la cavité abdominale. Elles sont rétropéritonéales à droite et à gauche, au niveau de la 12e vertèbre dorsale, et elles font à peu près une taille de 4,5 cm de long sur 3 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Donc, c'est deux petites glandes sur les reins. Donc, chaque surrénale, il faut savoir qu'elle est composée de deux parties. Vous savez, une partie périphérique, c'est la cortico-surrénale et la partie centrale, c'est la médullo-surrénale. Donc, ces deux parties vont former les deux glandes différentes sur le plan embryologique et physiologique. En fait, la surrénale, ce n'est pas une seule glande, mais si vous voulez, il y a plusieurs glandes dans une glande. D'accord? Donc, la médullo-surrénale, la cortico-surrénale, chacune va sécréter des hormones différentes. Ce qui nous intéresse, parce qu'on va voir l'hypercorticisme, ce qui nous intéresse, c'est le cortex surrénalien qui est formé de la couche glomérulée, la fasciculée et la réticulée. La glomérulée, elle fabrique l'aldostérone. Vous connaissez tous que l'aldostérone intervient sur la rétention hydrosodée, intervient dans l'équilibre tensionnel, etc. La fasciculée qui fabrique le glucocortisol, c'est celui qui va nous intéresser, c'est le cortisol. Et la réticulée, elle fabrique les androgènes. Donc, les androgènes, quand il y a une atteinte surrénalienne, ne sont pas très affectés. Pourquoi? Parce que leur grande synthèse, si vous voulez, elle n'est pas surrénalienne. La synthèse surrénalienne est accessoire. C'est surtout gonadotrope. Donc là, c'est juste une petite coupe histologique pour le rappel anatomique. Et vous voyez, chaque sécrétion correspond à une zone, à une partie de la surrénale. Donc ça, c'est pour le côté anatomique, physiologique, si vous voulez. Et les hormones surrénaliennes sont fabriquées à partir du cholestérol. C'est le précurseur. Et ce cholestérol va subir de nombreuses modifications et métabolisme enzymatique. Et finalement, nous aurons soit l'aldostérone, soit le cortisol, soit la testostérone. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées déjà par la surrénale et qui sont synthétisées à partir du cholestérol. Cette synthèse de cortisol ou synthèse des hormones surrénaliennes, elle est régulée par un axe hypothalamo-hypophysaire et par les effets du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc, en connaissant la régulation, les mécanismes de régulation, vous pourrez faire la différence entre une atteinte centrale et une atteinte périphérique. Donc, la sécrétion des glucocorticoïdes est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Vous le voyez ici, l'hypothalamus, l'hypophyse, qui vont agir sur les surrénales. L'hypothalamus va synthétiser la corticolibérine, c'est ce qu'on appelle la CRF, qui stimule la libération de la CTH, qui est un élément important par l'hypophyse. La CTH va stimuler la libération de glucocorticoïdes
et à un degré moindre les minéralocorticoïdes par les surrénales. Il faut savoir que les glucocorticoïdes, tout comme les hormones thyroïdiennes, etc., exercent un rétrocontrôle négatif sur la libération de la CTH et de CRF. C'est-à-dire que lorsqu'on a un excès en cortisol, ça va freiner la CRF et la CTH. Et lorsqu'on a une insuffisance en hormones surrénaliennes, au contraire, il va y avoir une stimulation, une hypersécrétion de la CRF et de la CTH. Donc, ce qu'on appelle le feedback négatif. Par contre, la libération de l'aldostérone, elle est régulée principalement par le système rénine-angiotensine, la volémie et la kaliémie. Et donc, la sécrétion de l'aldostérone n'est pas directement liée au système hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, il faut savoir, parce qu'on va parler de l'hypercorticisme, qui est l'augmentation de la sécrétion du cortisol dans notre organisme, qui va avoir de nombreuses conséquences, il faut savoir, et c'est très important à connaître, que la sécrétion du cortisol, vous le voyez là, la sécrétion est pulsative, c'est-à-dire elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue, et elle est surtout caractérisée par un rythme circadien. Donc, le rythme circadien du cholestérol, c'est-à-dire qu'il atteint le pic de sécrétion vers 6 heures du matin, donc 4 heures jusqu'à 8 heures du matin. Et pourquoi il faut le savoir? Parce que quand vous allez demander à un patient de faire le dosage de la cortisolémie, il faut toujours la faire le matin parce qu'à ce moment-là, on a le maximum de sécrétion du cortisol. Ça de 1. Donc, c'est pour faire le diagnostic, pour faire le bilan. Et de 2, à visée thérapeutique. Il faut savoir, quand vous administrez vous donnez une corticothérapie à un patient, il faut toujours respecter le cycle circadien. C'est pour ça que ce traitement est donné le matin et il n'est jamais pris exceptionnellement le soir. Donc, justement, c'est pour, si vous voulez, respecter le rythme circadien du cholestérol. Maintenant, avant de connaître quels sont les symptômes, les manifestations sémiologiques d'un hypercorticisme, il faut connaître l'action de ces hormones surrénaliennes, que ce soit le cortisol, que ce soit l'androgène, les androgènes, ou bien les minéralocorticoïdes. Si vous connaissez l'impact et les effets, donc vous saurez vous pourrez déduire les manifestations cliniques et sémiologiques. D'abord, on va voir l'action du cortisol. Donc, parmi les actions du cortisol, il a un effet hyperglycémiant. D'ailleurs, vous savez que dans l'organisme, on a une seule hormone qui fait baisser la glycémie, c'est l'insuline. Par contre, on a en contrepartie plusieurs hormones qui vont augmenter la glycémie. Entre autres, le cortisol. Et vous avez l'adrénaline, vous avez la TSH, vous avez le growth hormone, etc. Donc, le cortisol, il a un effet hyperglycémiant. Le cortisol a un effet catabolisant. Donc, il accélère le catabolisme protidique, donc la dégradation, etc. C'est pour ça qu'on a une fente musculaire dans l'hypercorticisme. Il a une action sur le métabolisme lipidique, d'accord, et il a une action hydroélectrolytique. À faible dose, il donne une diurèse sodée. À forte dose, il a un effet minéralocorticoïde avec rétention hydrosodée. Et puis, vous savez que les corticoïdes sont donnés lorsqu'on a une maladie auto-immune, lorsqu'on a une douleur, lorsqu'on a une inflammation, on veut diminuer ou supprimer l'activité immunologique ou immunitaire de l'organisme, etc. Donc, il a un effet anti-inflammatoire, un effet ou immunosuppresseur et il a un effet anti-allergique. Donc, vous voyez, c'est pour ça, dans toutes les spécialités, quelle que soit la pathologie, le plus souvent, on a recours
à une corticothérapie. Et justement, vous allez voir tout à l'heure que parmi les causes des syndromes de Cushing, c'est la prise de corticoïdes à forte dose sans respect ou sans respecter un régime hyposodé, hyperprotidique, etc. Donc, c'est pour ça, quand vous donnez une corticothérapie, il faut faire attention, il faut donner des conseils à votre patient. L'action des androgènes, donc la surrénale, elle a des effets sur le développement des organes génitaux, les caractères sexuels secondaires, la musculature, la pilosité. Ils ont un effet anabolisant protéique, etc. Et une action minéralocorticoïde, là, il faut savoir que cette action se situe au niveau du rein. Donc, vous savez que l'aldostérone agit essentiellement au niveau du rein. Il va entraîner une rétention sautée, une fuite de potassium, etc. Donc là, ce sont les effets biologiques des hormones sécrétées par la surrénale. Maintenant, cette surrénale à l'état physiologique, c'est bien, elle a plusieurs si vous voulez, actions et mécanismes, mais lorsqu'elle est touchée, donc on a plusieurs pathologies. Soit on a une insuffisance surrénalienne par manque ou par carence en hormones surrénaliennes, soit on est devant un excès de sécrétion d'hormones surrénaliennes, essentiellement du cortisol, et on est devant l'hypercorticisme, c'est le cas qui nous intéresse, ou bien nous sommes devant un hyperaldostéronisme primaire, c'est par excès de sécrétion d'aldostérone, lorsque par exemple vous êtes en décompensation, lorsqu'il y a une décompensation cardiaque, une HTA, etc. Ce que nous allons voir ensemble, c'est l'hypercorticisme. Par définition, c'est quoi? C'est une hyperproduction d'hormones glucocorticoïdes par les glandes surrénales. Et donc, elle sera responsable d'un hypercorticisme, ce qu'on appelle le syndrome de Cushing. Et là, il y a deux groupes. Il faut faire la différence entre la maladie de Cushing et le syndrome de Cushing. Dans l'hypercorticisme, vous avez deux éléments à connaître. Ce qui est propre à la surrénale et ce qui est propre à l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est par rapport à ça, à la localisation de l'atteinte, qu'on va dire soit on est devant le syndrome, soit on est devant la maladie. Je m'explique. Regardez, la maladie de Cushing, elle est d'origine centrale, c'est-à-dire que le problème est haut, c'est l'hypophyse et c'est l'hypothalamus. On parle de maladie de Cushing. Et souvent, elle est liée à un adénome corticotrope sécrétant de la CTH de l'antéhypophyse dans 80% des cas. Donc, maladie de Cushing, c'est l'atteinte haute, c'est l'atteinte hypothalamo-hypophysaire. Le syndrome de Cushing, c'est l'atteinte périphérique, ça veut dire c'est l'atteinte des glandes surrénaliennes qui vont entraîner cet hypercorticisme, soit par hyperplasie, soit par adénome surrénalien ou corticosurrénalome, etc. Il faut savoir qu'il y a des signes cardinaux de cet hypercorticisme. Regardez, un changement progressif de la morphologie. Vous savez qu'en endocrino, l'examen est fait à l'inspection. Déjà, si vous êtes clinicien, si vous connaissez certains morphotypes, vous pouvez poser le diagnostic avant même de demander des examens paracliniques, un bilan hormonal, etc. Donc, dans l'hypercorticisme, vous avez le changement progressif de la morphologie, vous avez l'hypertension artérielle, le diabète, on avait dit que le cortisol augmentait la glycémie, ça augmentait le métabolisme phosphocalcique et donc vous aurez une ostéoporose. Et puis, vous avez des signes secondaires, des troubles psychiques, des troubles sexuels, etc. Mais essentiellement, retenez le changement progressif de la morphologie. On va voir c'est quoi? L'hypertension, le diabète et l'ostéoporose. C'est pour cela, le message que je vous fais passer, que je dois vous faire passer, c'est que
devant toute hypertension artérielle, un diabète, chez un sujet jeune, il faut penser à un syndrome de Cushing, surtout si vous avez le morphotype, si vous avez d'autres éléments qu'on va voir ensemble. D'abord, quelles sont les modifications morphologiques? Il faut savoir ces modifications, elles ont des caractéristiques. D'abord, elles sont progressives. Et souvent, il faut demander des photos aux patients datant d'une année, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, etc. Et vous allez remarquer la modification morphologique progressive. Elle n'est pas toujours marquée par le même malade, remarquée par les malades. Les photos antérieures, elles précisent mieux les différences. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et il y a 3 types de troubles. Vous avez l'obésité facio-triangulaire, donc elle va toucher la tête, la nuque, vous allez voir. Vous avez l'amyotrophie parce qu'on avait dit qu'il y avait augmentation du métabolisme protidique. Et vous avez des signes cutanés, vous allez voir les rétroses, les chymoses, etc. On va les voir ensemble. Concernant l'obésité facio-tronculaire, c'est quoi? C'est une prise pondérale. C'est le symptôme le plus fréquent. Vous savez, si vous voyez un patient qui a un faciès cushingoïde, si vous le voyez une fois, vous n'allez jamais l'oublier. Une fois vous êtes devant un patient avec un hypercorticisme, vous saurez que le patient est atteint d'un syndrome de Cushing ou de maladie de Cushing. L'obésité facio-tronculaire survient en l'absence de modification des habitudes alimentaires et peu sensible à la restriction calorique. La patiente ou le patient va vous dire « j'ai pris du poids, mais je n'ai pas modifié mes habitudes alimentaires, il n'y a pas un excès de consommation et malgré que j'ai observé un régime strict, je n'arrive pas à perdre du poids. » Donc ça, pensez à l'hypercorticisme, c'est endocrinien. Ensuite, cette obésité facio-tronculaire, elle est liée à quoi? En réalité, ce n'est pas une obésité, c'est une redistribution des graisses. Au lieu que ces graisses se situent au niveau des ceintures, etc., il va y avoir une redistribution vers le haut. Donc, c'est l'accumulation des graisses à une topographie facio-tronculaire caractéristique. Donc, vous avez le visage qui devient arrondi, bouffi, il ressemble un petit peu à l'hypothyroïdie, avec un comblement des creux susclaviculaires et surtout au niveau de la nuque, donc vous l'examinez au niveau de la nuque, vous avez une bosse, d'accord? Et cette bosse, elle va donner, c'est ce qu'on appelle la bosse de bison. Donc, c'est le buffalo neck. Donc, c'est très caractéristique. Cette répartition singulière des graisses contraste, c'est très important. Regardez, en haut, on a une obésité, mais en bas, au niveau des membres inférieurs, paradoxalement, nous avons une amyotrophie. Donc, vous avez une amyotrophie des ceintures. Il s'agit surtout d'une répartition anormale de la graisse. Les modifications, on avait dit l'obésité facio-tronculaire, l'amyotrophie qui va prédominer au niveau des ceintures, avec une fatigabilité lors de la montée d'escalier, donc c'est une asthénie musculaire, une myasthénie, recherchée surtout par la palpation du quadriceps et la manœuvre du tabouret. Je ne sais pas si vous connaissez la manœuvre du tabouret, mais c'est que vous demandez à votre patient de s'accroupir et de se relever sans appui. Là, il ne pourra pas se relever sans appui. On parle de signe du tabouret positif. Maintenant, quelles sont les manifestations cutanées? Une peau et un visage érythrosiques, donc vous avez des joues qui sont rouges. Une atrophie cutanée, donc la peau qui devient luisante, fine, etc. Chez la femme, on a un hirsutisme, donc c'est une hyperpilosité, d'accord? C'est une hyperpilosité avec l'aspect d'acné, avec une peau qui est grasse, une fragilité cutanéo-capillaire, et là, vous aurez des ecchymoses, vous aurez un retard de la cicatrisation,
Et le caractère, l'élément caractéristique, je vous en ai parlé au tout début du cours, c'est les vergetures. Les vergetures cutanées sont très caractéristiques. C'est différent, elles sont différentes des vergetures, par exemple, de la femme enceinte. Donc, c'est des stries au niveau abdominal, blanchâtre, etc. Mais au cours du coucher, c'est des vergetures qui sont larges, qui sont pourpres, elles sont rougeâtres foncées, elles sont pourpres, de disposition horizontale sur les flancs, la racine des membres, vous allez le trouver au niveau des membres supérieurs, les membres inférieurs, au niveau de l'abdomen, au niveau du dos, etc. Et elles sont différentes des vergetures blanchâtres qui apparaissent lors de la grossesse ou lors d'une prise rapide de poids. Les autres manifestations, donc là, c'était les signes cardinaux de l'hypercorticisme, c'était les signes morphologiques, c'est très important. Les autres manifestations, vous pouvez trouver une hypertension artérielle, vous pouvez trouver un diabète sucré, une ostéoporose caractérisée par des douleurs vertébrales, des fractures spontanées, une notion d'aménorrhée, et puis vous avez une atteinte neuropsychologique, parfois une dépression. Un patient qui est suivi en psychiatrie pour dépression, pensez à rechercher un état d'hypercorticisme. Regardez là, je vous ai mis une iconographie. Là, regardez, en bas, c'est les vergetures avec cette obésité abdominale, des vergetures horizontales, pourpres, larges, profondes, avec la déséquimose. Ces vergetures, contrairement aux vergetures qu'on voit au cours de la prise de poids ou bien de la grossesse qui se localise juste au niveau de l'abdomen, là, vous les voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Vous les voyez ici, regardez, au niveau des bras, au niveau du thorax. Regardez le faciès, bouffi, arrondi, avec une érythrose des pommettes. Et là aussi, regardez l'acné, l'obésité, l'hyperursitisme. Tout ça, ce sont des signes évocateurs. Donc, vous voyez, en regardant la patiente, vous êtes à 99% que vous êtes devant un état d'hypercorticisme. Ensuite, il faudra dire, est-ce que c'est un hypercorticisme d'origine centrale ou bien c'est un hypercorticisme d'origine périphérique par atteinte surrénalienne. D'accord? Donc, nous allons voir maintenant comment faire le diagnostic. Ça ne passe pas. Le diagnostic, là, toujours une iconographie. Regardez, là, regardez, voilà. C'est le buffalo-neck de profil, de face. Vous avez la bosse de bison. Elle est là, c'est une redistribution des graisses. Là, c'est un enfant. Regardez l'évolution dans le temps avec les photos. Là, un enfant avant l'installation de l'hypercorticisme. Et là, c'est le même enfant avec un état d'hypercorticisme. Et là, ça résume toutes les manifestations cliniques de l'hypercorticisme. Maintenant, comment vous allez faire, vu le module de sémiologie, normalement, on s'arrête aux données cliniques sémiologiques. Mais on ne peut pas parler de la sémiologie sans vous donner des notions comment faire justement le diagnostic succinctement, parce que tout ça, vous allez le revoir quand vous ferez votre module d'endocrinologie. Donc, vous avez des examens paracliniques, des examens directs et des examens indirects. Parmi les examens indirects, vous avez la formule numération sanguine. Donc, vous trouverez une polyglobulie avec augmentation de l'hémoglobine glyquée. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne cette érythrose des pommettes, ce faciès rouge des pommettes. Vous pouvez trouver une thrombocytose, cette thrombocytose qui peut être en rapport avec des thromboses, etc., une hyperleucocytose. Vous avez un diabète secondaire, ce n'est pas un diabète sucré de type 1, de type 2, mais il est secondaire à un état d'hypercorticisme. Vous pouvez avoir une hypokaliémie, c'est très important, une hypokaliémie, une élévation des CPK, donc des enzymes musculaires, des enzymes hépatiques, une hypercalciurie. On avait dit que ça a augmenté le turnover
mécanisme phosphocalcique et donner de l'ostéoporose, donner des fractures vertébrales. Et si vous faites un bilan, vous avez une hypercalciurie. Quels sont le bilan direct pour dire un hypercorticisme, pour confirmer l'hypercorticisme? Vous avez le dosage hormonal. Et vous savez, quand on fait un dosage hormonal, toujours on fait un dosage hormonal statique et un dosage, si on n'a pas assez d'éléments pour poser le diagnostic, on peut aller au dosage dynamique. Le dosage statique, vous allez doser le cortisol et le plus sensible, c'est le cortisol urinaire des 24 heures. D'accord? Vous allez le trouver élevé. Et on va doser l'ACTH. Donc, quand vous allez doser le cortisol, la cortisolémie par exemple, vous allez la faire le matin à 8 heures parce que vous allez trouver élevé. Mais même si vous la faites le soir à minuit, etc., malgré qu'à l'état normal, le cortisol baisse le soir, on va le trouver élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypercorticisme. Il y a la perte du cycle circadien. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que souvent, les douleurs, une rage de dents, des arthrites, des douleurs, vous les ressentez beaucoup plus le soir que la journée. D'accord? Et pourquoi? Parce que le cortisol a un effet anti-inflammatoire, a un effet antalgique. Le matin, il atténue la douleur. Mais le soir, comme il va diminuer, sa concentration va diminuer, à ce moment-là, la douleur va s'exprimer, etc. Souvent, on a une rage de dents la nuit. Malheureusement, il n'y a pas de dentiste et à ce moment-là, c'est qu'on a cette rage de dents. Donc, on revient, on fait le dosage de la cortisolémie le matin, on fait la cortisolurie parce qu'elle est plus sensible, et puis on va doser l'ACTH. On avait dit au début que l'ACTH était responsable de la sécrétion surrénalienne. Donc, à partir du taux de l'ACTH, on va dire est-ce que c'est une atteinte centrale, c'est-à-dire on est devant une maladie de Cushing avec une ACTH élevée ou anormalement normale, ou bien on est devant une ACTH qui est basse, d'accord? Et à ce moment-là, on est devant le syndrome de Cushing, ACTH indépendant, et on va voir du côté des surrénales. Si parfois le dosage statique n'est pas concluant, on va vers le dosage dynamique. C'est-à-dire quoi? On va donner des corticoïdes, la dexaméthasone, et on va voir est-ce que ça va freiner la sécrétion ou pas. On a le test de freinage minute, on va donner 1 mg de dexaméthasone, d'accord? Puis on fait le dosage du cortisol le lendemain matin à 8 heures. Le résultat, il est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypercorticisme. Comme on a apporté de la dexaméthasone, le cortisol devrait être bas le lendemain matin par rétrocontrôle négatif. Si on apporte le soir de la dexa et le matin, le cortisol est bas, on se dit que c'est une réponse normale. Elle a répondu normalement. Par contre, si on est devant un syndrome de Cushing, il n'y a pas de freinage. Malgré la dexaméthasone, le taux de cortisol reste élevé le matin parce qu'on est devant un état d'hypercorticisme permanent. Là, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des tests et leur interprétation. Regardez, une cortisolurie, c'est-à-dire le cortisol libre, le CLU, le cortisol libre urinaire, avec la mesure de la créatinurie. S'il est inférieur à 30 microgrammes 24 heures, oui, ça élimine le Cushing. Quand on fait un test de freinage à 1 g de dexaméthasone à minuit et on dose la cortisolémie à 8 heures, s'il est élevé, supérieur à 50 nanogrammes, ça confirme le Cushing parce qu'à l'état normal, normalement, on aurait dû le trouver bas. Mais s'il reste élevé, ça confirme le Cushing. Si on fait une cortisolémie à minuit et on la trouve inférieure à 50, ça élimine le Cushing. Si on la trouve supérieure à 200, ça vous confirme votre syndrome de Cushing ou maladie de Cushing.
Le cortisol salivaire, à minuit, il est plus sensible, il est plus facile à réaliser, mais là, il n'est pas remboursable, il est inférieur à 1 nanogramme, c'est va éliminer le Cushing. Donc là, c'est un tableau récapitulatif. Donc, vous avez examiné le patient, vous avez pensé à un Cushing, un état d'hypercorticisme, vous avez fait votre bilan biologique et hormonal, vous avez confirmé votre hypercorticisme. Maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qui a donné cet hypercorticisme, parce qu'en fonction de l'étiologie, va dépendre de la sanction thérapeutique. Est-ce que c'est un traitement médical? Est-ce que c'est un traitement chirurgical? Est-ce que c'est de la radiothérapie, etc. Le syndrome de Cushing, rappelez-vous, on avait dit il y a 2 types, soit le syndrome de Cushing, soit la maladie de Cushing. Le syndrome de Cushing, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête, elle touche la surrénale. La maladie de Cushing, elle touche l'hypophyse et l'hypothalamus. Le syndrome de Cushing, c'est l'ensemble de toutes les hypercorticismes métaboliques. Il regroupe l'ensemble des étiologies iatrogènes, prise de corticoïdes. Il faut savoir que la prise des corticoïdes est la première cause de l'hypercorticisme. D'accord? Le syndrome de Cushing, ça peut être un adénosurrénalome, un adénome surrénalien, une hyperplasie surrénalienne, ça peut être un corticosurrénalome dans les états de cancer, etc. Et dans l'adénome hypophysaire, la maladie de Cushing, on a une prolifération des cellules qui vont sécréter la CTH et donc elles vont entraîner une perte du freinage par le cortisol. Il y a beaucoup de cellules, quel que soit le taux de cortisol, on n'arrive pas à freiner la sécrétion de la